Ah, c'est Paul qui présente un dossier qui sera discuté par notre urologue assureur expert. On peut dire que c'est le service, puisque c'est une patiente qui a été opérée par plus de la moitié des professionnels. Donc, en tout cas, très ravi de vous présenter ce dossier donc, de Madame Desrosa, qu'on rencontre une première fois à 52 ans, qui est adressée par son médecin traitant pour une persistance d'incontinence urinaire. Elle a eu 2 accouchements, plusieurs séances de rééducation et 2 chirurgies d'incontinence qui ont été faites au Portugal, avec une première pose de bandelette TOT et une deuxième chirurgie avec un Birch et TVT. Il manque le TVT, donc elle a eu TOT plus Birch TVT à la deuxième chirurgie. Et elle arrive à la consultation du professeur Ruchon pour cette persistance d'incontinence. Au questionnaire fait de manière bien rigoureuse, on a un MHU qui n'est pas si altéré, pas vraiment d'incontinence urinaire d'effort, même si elle décrit quelques fuites, et note des fois aussi sans cause apparente, pas du tout pollakiurique. Donc on complète le bilan, on lui fait le bilan complet d'incontinence urinaire avec cystoscopie, examen et une vidéo urodynamique. Physiquement, elle a une trophicité moyenne au niveau vaginal, un peu d'irritation périnéale, des releveurs qui sont cotés à 2/5, un prolapsus de stade 1-2, et une vessie qui se remplit bien, la cystoscopie qui ne montre rien de particulier, pas de fuite à l'effort évidente. Au bilan urodynamique, là non plus, rien de très particulier, une bonne délimétrie, elle n'est pas obstructive, une bonne capacité, pas d'hypercontractilité, et une profiliométrie urétrale qui montre aussi la dépression de clôture normale. À la vidéo urodynamie, un col bien fermé, on note un petit reflux à gauche sur un volume de remplissage à 250 cc. Et on peut déjà un peu se demander qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente qui vient pour cette persistance d'incontinence urinaire. Je ne vais pas vous laisser réfléchir trop longtemps parce que, et c'est un message pour les plus jeunes mais qu'il faut aussi parfois rappeler surtout, de bien reprendre l'interrogatoire et de demander, de refaire l'histoire de la maladie et de demander depuis combien de temps durent ces fuites. C'est ce que fait Alain, et elle lui rapporte que les fuites durent depuis, en fait, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un uroscanner une anomalie qui montre un petit piélon supérieur gauche avec légèrement atrophique, une terminaison de l'urtère non vue, mais qui est retrouvée en IRM et à l'échographie endovaginale avec un abouchement ectopique sur l'urètre. À la scintigraphie, il ne valait pas grand-chose, et donc Philippe Paparel l'a opéré pour faire une népho-urétérostomie du pôle supérieur. Dernière consultation à 6 mois du geste. Pas de récidive de l'incontinence urinaire d'effort, tout va bien, elle est remise sous la surveillance de son médecin traitant. 8 ans plus tard, elle revient pour une récidive de l'incontinence. Elle a sur le bilan une érosion d'une des 2 BSU qui a été posée initialement. Le traitement, elle est vraiment pas très gênée à ce moment-là, donc elle préfère différer les choses et on finit par réaliser une chirurgie d'ablation de bandelette. Donc je fais une ablation d'abord par voie basse pour repérer TOT, TVT et célioscopie à l'époque pour récupérer les bras de la TVT. Elle a une érosion où? Alors en fait, elle a une fistule urétrovaginale et du coup avec la bandelette on peut dire. Donc je mets un lambeau de Marcius pour renforcer la réparation de la fistule. Et c'est vrai que lors de mon geste, j'ai un des bras de TVT qui est impacté sur le pubis. Mon crochet de célio passe pas en dessous, j'arrive pas à le décoller. Je me dis bon, je le laisse là et c'est pas la cause de la gêne, ça embête pas la fistule urétro-vaginale. Elle a une IRM à ce moment, parce que je fais un bilan un peu systématique dès qu'il y a une fistule. Le geste se passe plutôt bien, elle rentre à domicile. Et elle est revue une première fois à J21. La cicatrisation est acquise, confirmée en cystographie, la fistule est réparée. On lui enlève la gigi qu'on avait mis en préparation et je prévois une consultation à 3 mois post-opératoire. Elle me rappelle un peu plus tôt en me disant qu'elle a beaucoup de douleurs, des douleurs pelviennes qui irradient dans la jambe, un ECBU qui s'avère positif, donc je traite l'infection urinaire. Je
propose de reconsulter à 48 heures. En fait, elle rappelle, ça va pas mieux. Je la vois en urgence à ce moment-là. Et sur des douleurs mal expliquées, je demande un neuroscanner qui montre rien de particulier, à part une petite collection sur la zone opératoire. Sur ce, je la rassure, je lui dis que c'est probablement des douleurs de cruralgie liées à l'installation opératoire qui a duré longtemps, parce qu'elle avait, voilà, c'est un peu de douleur à la marche avec irradiation dans la jambe. Mon hypothèse diagnostique à ce moment-là est celle-ci. C'était au mois de juillet, je pars en congé et je reviens avec la patiente hospitalisée dans le service, où elle est revenue du coup un mois plus tard avec un gros tableau septique, une CRP à 300 et au scanner une ostéoarthrite infectieuse de la symphyse et une fracture en H du sacrum sur une pan-ostéite de sa symphysite. Vache, ça c'est rude. On lui fait un traitement médicamenteux de son ostéite, une première cure chirurgicale, et avec une seconde reprise chirurgicale en raison d'une évolution non satisfaisante. Du coup là je la réopère avec Nicolas, on détache complètement l'urètre de la symphyse pour aborder toute la zone infectée, on met un gracilis de couverture et depuis à ce moment-là ça va mieux sur le plan de l'ostéite, mais elle marche toujours avec une canne. La fracture du sacrum n'est pas consolidée après plus d'un an et demi et elle a donc actuellement une CRCI en cours avec une réclamation de la famille qui demande un retard au diagnostic de l'infection qui aurait dû être suspecté parce que je n'avais pas enlevé la bandelette en totalité. Donc là, alors ça défile tout seul. Ouais, oui, ça défile tout seul. Ouais, donc si vous voyez, donc c'est la symphyse qu'il faut regarder. Hein. Donc là, c'est le pré-op et vous voyez que là, la symphyse a complètement disparu avec une collection et sur le scanner. Donc le scanner de gauche, c'est celui que j'ai fait en urgence à 1 mois. Et quand je reviens de congé, où il n'y a plus du tout de symphyse pubienne. Ouais, la première IRM était faite pour le diagnostic de fistule, donc au moment où tu as opéré cette patiente, on n'avait pas de diagnostic d'infection de la symphyse, et le reproche qui est fait par la famille justement, c'est de dire vous auriez dû vous acharner pour enlever ce petit bout de bandelette qui restait. Alors effectivement, a posteriori, puisque c'est ce qu'on a fait, je comprends qu'il puisse avoir cette vision-là, on va demander l'avis de l'expert, parce que là, on a donné la description du cas. En sachant qu'il y a un peu l'étape, la première consultation avec ces bandelettes qui ont servi à rien pour son urthérectopique de mauvais diagnostic, donc on ne prend pas sur nous. Et ensuite, du coup, l'étape de cette complication qui est sévère. Hein. Elle a des séquelles à plus de 2 ans qui la mettent aujourd'hui en invalidité. Voilà. Donc, moi, j'ai fait la complication, je laisse la parole à l'expert. Ben, en fait, on a bien fait de mettre en place des centres experts, hein, parce que vous allez en prendre plein la gueule, en fait. Ce qui est assez injuste, d'ailleurs, c'est que ce dossier, c'est un très bel exemple de la création des CCI en 2002 à la demande de Bernard Kouchner. Il y a eu à l'époque les infections nosocomiales, et vous savez, à la clinique du sport à Paris, où il y a des gens qui se sont retrouvés handicapés sur les infections nosocomiales du genou après arthroscopie. Donc on s'est dit, les infections nosocomiales, et aujourd'hui les assureurs privés prennent pas, assureurs établissants prennent pas, il n'y a rien. Donc ils ont eu l'idée de créer les commissions de conciliation et d'indemnisation, qui ont transformé notre vie en enfer. Aujourd'hui, ça représente plus de 50% des procédures médico-légales, c'est-à-dire qu'on a informé nos concitoyens, et surtout leurs avocats, qu'en cas d'accident médical sans faute, ils sont indemnisés par la solidarité nationale via un fonds qu'on appelle l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc maintenant, quelles que soient les complications graves, alors moi j'ai eu un débat avec des sénateurs à l'époque qui voulaient mettre le plafond à 2% de complications. Donc j'ai dit aux sénateurs, si vous faites ça, vous allez indemniser la maladie. La moindre complication, le moindre rage cutané, le moindre pépin, le moindre arrêt de travail, la moindre crise d'asthme sur une réaction allergique à un médicament, on est foutu. Donc ils ont laissé les critères de 26%. Il faut un arrêt de travail de plus de 6 mois, 26% d'invalidité, ou des conséquences suffisamment graves dans la vie quotidienne. Néanmoins, ces CCI se mettent en place en 2002, et puis depuis ça monte en charge, ça représente 50% des mises en cause. Et aujourd'hui, je trouve que le terme utilisé par la famille pour vous reprocher de ne pas avoir retiré la bande, il n'est pas très bon. La réalité de l'avocat, c'est de dire on a une dame qui est prise en charge pour des soins et qui a des complications tellement graves qu'aujourd'hui elle est considérablement handicapée. Donc, pour que l'ONIAM indemnise, il faut qu'on aille en expertise. Et c'est là où nous, on vit très mal.
Parce qu'on dit, mais en fait, elle est victime d'un accident médical sans faute, elle est victime d'une infection nosocomiale, elle est victime d'une chute parfois ou d'autres choses, et nous on est embarqué. Et si on est embarqué, on doit préparer notre dossier pour se défendre. Et l'expert, alors en urologie ça se passe plutôt bien, mais il y a des experts en France qui sont pro-patients, il y a eu ça en neurochirurgie, il y a eu ça en orthopédie, en chirurgie digestive, quel que soit ce que vous amenez, vous êtes fautif. Et puis on a aujourd'hui l'ONIAM qui refuse de payer, et qui dit je ne paye pas si c'est des accidents qui ne sont pas rares. Et aujourd'hui on a une discussion avec l'ONIAM sur les bandelettes, qui dit les complications de rejet, de migration des bandelettes, ça représente 2 à 4%, c'est donc pas rare, exceptionnel, donc nous, l'ONIAM, on n'indemnisera pas. Donc les familles qui ont des drames et des migrations de bandelettes, il faut à tout prix qu'elles prouvent qu'on a fait une faute. Dans votre dossier, l'expert, soit il est vraiment bon, et d'emblée il dit à la famille, vous n'avez rien à faire là, vous êtes là, d'accord, c'est un accident médical grave sans faute, et puis il va très très vite, soit il va commencer à pitrouiller, et on en a un certain nombre qui pitrouillent. Et il va pitrouiller en disant, mais est-ce que vous avez fait une antibioprophylaxie quand vous avez retiré les bandelettes? Oui ou non? Oui, elle est sortie sous Non, mais vous ne l'avez pas dit. Non, mais antibioprophylaxie. Pas si elle sort sous antibiotique. Est-ce que vous avez fait un antibiotique? Je pense que oui. Donc, je pensais, vous êtes sûr. Non, je vous ai bien gentil, mais ça change tout. Et là, tu as l'avocat de l'ONIAM qui dit non, mais il n'est pas sûr, c'est l'expert. Il n'est pas sûr du tout. Ils l'ont pas fait. C'est évident, le CHU, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas fait. L'anesthésiste d'Ormur, c'est pas qu'il a vu, il n'y a pas d'antibioprophylaxie. Et c'est pas tracé dans la consultation pré-anesthésie. Il y a toujours une antibioprophylaxie pour les ablations de bandelettes. Vous êtes certain? Ça fait partie du protocole et c'est tracé sur le dossier. Sur le dossier qu'on nous présente, excusez-moi, monsieur l'avocat, c'est pas prouvé. Donc voilà exactement. Et si vous y allez, et en particulier les difficultés qu'on a, vous savez que pour les équipes hospitalières, aujourd'hui, il y a la procédure du tribunal administratif, qui est de plus en plus abandonnée parce que ça peut prendre 6 ans, 8 ans, 10 ans, et c'est une procédure écrite. Donc en fait, on passe son temps à répondre, il n'y a pas franchement d'expertise. Il y a la CCI, qui est rapide, normalement on doit répondre en moins de 4 mois. C'est une procédure qui est gratuite pour les patients, et qui peut être indemnisée rapidement pour un accident médical sans faute. Et puis derrière, il y a d'autres procédures que tu n'auras pas, le pénal. Et là, les PH et les salariés, je vous invite à prendre une assurance parce que les hôpitaux publics n'assurent pas leur PH pour la procédure pénale et la procédure disciplinaire ordinale. On passe, tu n'auras pas dans ce dossier-là. Mais la question qu'on va poser les experts, c'est avez-vous fait une antibioprophylaxie? Si la réponse est oui, alors clairement ce dossier il est sans faute. Mais n'empêche qu'il faut y aller parce qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux publics qui n'emmènent personne à l'expertise CCI. Et du coup, on se retrouve avec un avocat de la patiente, un avocat de l'ONIAM et personne pour l'hôpital. Ou parfois, et c'est le cas pour Paris, un médecin généraliste qui vient représenter les intérêts de l'intérêt de la PHP, qui est son propre assureur. Et du coup, dans ces conditions, c'est un autoroute pour qu'on dise mais l'antibioprophylaxie n'est pas faite. On a même des experts à un moment donné, jusqu'on arrive à faire changer les recommandations de la SFAR, qui disaient ah non, mais l'antibioprophylaxie, elle n'a pas été injectée dans les 30 minutes. Il l'a injectée à 35 minutes. Donc vous voyez, monsieur l'expert, il y a 5 minutes de trop. Donc c'est pour ça qu'elle s'est infectée. Et on a perdu des dossiers. Donc aujourd'hui, on a des publications qui disent que c'est dans l'heure qui précède. Donc on est bon même à 3 minutes. Et puis il y a les experts qui disent, mais attendez, monsieur l'expert, on l'a incisé à quelle heure? À 8 heures. L'antibiotique est fait à quelle heure? 8h10. Ah les cons! 10 minutes après, l'incision c'est foutu. L'antibioprophylaxie c'est pas bonne. Donc en fait, il y a des experts qui vont éplucher toutes les recos. D'où l'important d'avoir des recos et de les suivre précisément. Clairement, ce dossier, il n'y a pas de faute. Si ce n'est que là, et on trouve, nous on est confronté à une nouveauté, on a des patients qui ont été pris en charge en Allemagne, en Italie, ou en chirurgie esthétique en Turquie, au Maroc, en Tunisie. Et à ce moment-là, il y a une expertise. Clairement, dans ce dossier, ceux qui sont responsables du drame 25 ans après, c'est les Portugais. Mais va-t-on dire à l'expertise, oh, je peux rien faire, c'est les Portugais. Oh, les Portugais n'ont pas été bons, hein. Madame, c'est trop tard, c'est foutu, hein. Faut voir avec le Portugal. Mais au Portugal, il n'y a pas les CCI, il n'y a pas les procédures comme chez nous, elle ne sera jamais indemnisée. Donc l'ONIAM, probablement dans ce dossier-là, va indemniser, à charge à l'ONIAM de se retourner contre les Portugais. Ou à charge en chirurgie esthétique, quand on a des abcès du sein ou ailleurs, qu'ils se retournent contre les chirurgiens esthétiques de Turquie, de Maroc ou de Tunisie, où les gens aujourd'hui vont se faire opérer. Donc l'ONIAM, là, il a dans l'os, l'ONIAM va payer, l'ONIAM a une enveloppe entre 100 et 150 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, clairement, un dossier comme ça, même si vous êtes emmerdé, vous serez non fautif. Par contre, il faut aller à l'expertise pour bien expliquer et tracer l'antibioprophylaxie. Voilà. Bravo. Bah,